faut dire qu'il y a une extrême droite et une extrême gauche en Grande-Bretagne. Peut-être que l'extrême droite est plus visible parce qu'elle est incarnée dans une formation spécifique, à savoir le BNP, British National Party, qui a réussi à faire élire 2 eurodéputés l'année dernière. Mais et ils ont eu quelques succès dans les élections locales, qui ont été d'ailleurs largement annulées parce qu'on a fait de nouvelles élections locales le même jour que les législatives chez nous. Donc le BNP n'a plus grand-chose si ce n'est les 2 eurodéputés. Bon, en général, les gens votent pour cette formation pour toutes les raisons classiques, comme on vote pour le FN ici ou pour le Vlaams-Belang en Flandre, par exemple. C'est-à-dire, en général, ce sont d'anciens électeurs travaillistes déçus par la contre-performance des partis au pouvoir sur des questions telles, la politique régionale, l'immigration, etc., l'emploi. Le logement, toutes les raisons classiques qu'on connaît. Quant à l'extrême gauche en Angleterre, elle existe bien sûr, mais elle avait, disons, il y a les formations trotskistes, comme ici, mais il y a une gauche socialiste qui est plus ou moins enterrée au fond du Labour Party, quelque part. Il y a des députés de gauche comme Diane Abbott ou Corbyn, ou un certain nombre de gens comme ça qui sont dans la ligne de Tony Benn et les anciens gauchistes des années 70. Mais jusqu'ici, ils ont toujours trouvé une place au sein du Parti travailliste. Et un des grands exploits de Blair, d'ailleurs, c'était d'avoir plus ou moins neutralisé ces gens. Ils avaient leur place dans le New Labour, mais leur influence était plus ou moins noyée par les députés modérés, élus dans le siège de Tony Blair. Donc, on peut dire quand même que ça existe, mais évidemment, pour trouver une expression autonome sous le système électoral anglais, c'est très, très difficile. S'il y avait la proportionnelle, on verrait sans aucun doute une force de gauche démarquée du Parti travailliste, comme on a vu en Écosse, par exemple. Ils ont un système proportionnel en Écosse. Il y a eu le Scottish Socialist Party de Tommy Sheridan, qui a fait élire 6 ou 7 députés dans les avant-dernières élections en Écosse. Donc, même chose au Pays de Galles, je pense que ça pourrait très bien se faire là-bas. Plus que jamais, il y a une sorte de légitimité inégale à travers tout le pays. Les conservateurs sont largement hégémoniques en Angleterre, mais c'est plus compliqué que ça même, surtout vers le sud de l'Angleterre, parce que plus on va vers le nord, et plus l'effet Cameron pâlit. C'est-à-dire David Cameron n'arrive pas à parler aux habitants des anciennes zones industrielles, nord de l'Angleterre, Lancashire, Yorkshire, North East. Alors ça, et même les Midlands, Birmingham, il a eu du mal à faire une percée là. En Écosse et au Pays de Galles, ça a été encore pire. En Écosse, sur, je crois, 80 sièges, ils détiennent un seul. Pays de Galles, 5 sièges sur 40, et certaines de justesse. Donc, ils ont très peu de légitimité dans ces régions-là. Et donc, on va de plus en plus faire une sorte de politique asymétrique, parce que dans les gouvernements déconcentrés, devolved administrations, on dit en anglais, à Cardiff, au Pays de Galles, par exemple, le gouvernement est assuré par le Labour Party et Plaid Cymru, les nationalistes gallois qui ont un discours très de gauche, quoique, bon, ce sont des identitaires, finalement, qui tiennent un discours radical, tiers-mondiste, etc. Et puis en Écosse, c'est le Scottish National Party, qui, lui, est authentiquement social-démocrate et rivalise directement avec le Labour. Donc, vous avez, pire qu'en Belgique, je dirais, vous avez des situations très asymétriques. Et ça continuera à poser problème pour le gouvernement de Londres. Ce n'est pas un accident d'ailleurs, c'est la première visite de Cameron a été au Pays de Galles pour essayer de renforcer son parti. Oui. Et pour vous donner un exemple anecdotique, la secrétaire d'État au Pays de Galles, Madame Cheryl Gillan, c'est vraiment une grande dame qu'on nous a envoyée un peu comme vice-roi. Elle ne savait pas que le
le Premier ministre du Pays de Galles, Rodri Morgan, avait démissionné il y a 2 mois pour être remplacé par un autre dans un entretien. Il parlait toujours comme si Rodri Morgan était là, disons comme signe de désinvolture, d'insouciance envers les Gallois. Les travaillistes, ils ont 2 problèmes qui sont liés, bien sûr. Il faut d'abord qu'ils se trouvent un chef convaincant, et puis il faut qu'ils retrouvent une ligne politique pour remplacer toute cette idéologie du New Labour, enfin, dont les contours sont extrêmement vagues d'ailleurs. Bon, essayons d'analyser ces 2 choses séparément. Le chef d'abord, bon, vous avez 4 ou 5 candidats, les frères Miliband, Andy Burnham, Ed Balls et les 2 candidatures symboliques, Diane Abbott, une femme noire et gauchiste, John McDonnell, l'ancienne gauche travailliste, enfin, il correspondait à peu près à Mélenchon ou quelqu'un comme ça en France. Ces 2-là n'ont aucune chance d'être élus. Quant aux autres, ce sont tous l'équivalent britannique des énarques, c'est-à-dire ils ont fait des études à Oxford et Cambridge, ensuite ils ont travaillé comme assistants parlementaires, conseillers, chercheurs, avant d'avoir un siège de député plus ou moins garanti. Donc c'est vraiment la voie royale, comme on dit, exactement comme Sciences Po, ENA, siège pour le PS ou pour l'UMP. C'est l'équivalent britannique. Donc ce sont 4 quadragénaires assez jeunes qui, disons, comme on dit, ils n'ont jamais eu de véritable boulot en dehors de la politique. Et ça pose problème. Donc, on a le sentiment qu'on doit choisir entre 4 types plus ou moins similaires. Et à ce moment-là, le choix risque de se faire sur la base de la personnalité et la capacité de communication, qui est importante, certes. À ce moment-là, il me semble que c'est plus ou moins entre les frères Miliband. David est très, très intelligent, très, très cérébral. Il est bien connu en dehors de l'Angleterre. Enfin, il a été quand même 3 ans, je crois, aux affaires étrangères. Il est très connu. Mais il a quelque chose de très robotique. Il est vraiment, quelque chose de très machinal. Son frère Ed est plus humain, il est plus charmant. Il a un petit côté, petit parisien, little cockney lad, comme on dirait en anglais. Mais il est peut-être, je ne sais pas, peut-être que son jugement politique est moins certain. Personnellement, je crois que ce sera un des frères Miliband qui passera. Bon, cela dit, ce nouveau chef, il faudra qu'il repositionne son parti. Et visiblement, bon, le New Labour, bon, c'est plus ou moins terminé. D'ailleurs, on n'a jamais trop su ce que c'était. Enfin, les histoires de troisième voie, New Labour, Anthony Giddens, tout ça, c'est très vague. Finalement, ça revenait à s'assurer les voix d'une grande tranche des classes moyennes salariées, en les persuadant que le Labour était capable de bien les soigner, enfin, en offrant des services publics efficaces, pas trop chers, enfin, sans socialiser toute l'économie. Et ça a marché une bonne dizaine d'années sous Blair et même sous Brown au début, mais évidemment, le Labour a eu beaucoup de problèmes avec la crise financière, etc. Et il n'est pas certain que ce modèle soit renouvelable. Cela dit, si le Labour prend un tour gauchiste, en reparlant de nationalisation, de dirigisme économique, et à ce moment-là, qui se recentre uniquement sur ses bases régionales dans les anciennes zones industrielles, alors là, il ne peut pas gagner. Il faut quand même qu'il s'assure une bonne tranche des classes moyennes, c'est-à-dire dans la partie sud de l'Angleterre, essentiellement. Il faut qu'il reprenne des sièges comme Swindon, Reading, Milton Keynes, tout ça, autour de Londres. Et ça, il ne peut le faire qu'avec une sorte de récalibration du discours de Tony Blair, plus ou moins. C'est très difficile. Bon. Il me semble qu'en cela, la position du Parti travailliste n'est pas très différente de celle du PS sous Martin Aubry. Sauf qu'ici, le PS est handicapé par cet héritage idéologique très gauchiste où il faut qu'il ait un programme avec des valeurs et comment dirais-je, des buzzwords, des slogans très, très gauchistes, sinon ça ne passe pas. Alors qu'en fait,
ici aussi, il s'agit de s'assurer les voix des classes moyennes. Mais enfin, c'est ce qu'il faut faire en tout cas pour que le Labour revienne aux affaires. Enfin, le grand penseur de tout ça, c'est Philip Gould, le sociologue, qui a fait son bouquin The Unfinished Revolution, où il a démontré ce qu'il fallait faire pour que le Labour revienne aux affaires en 1997. Tout ce qu'il a dit là reste profondément vrai.